L'ONU va donc ouvrir une enquête sur les atrocités commises par les Russes pour demander des comptes aux responsables en s'appuyant sur des témoignages, car il le faut, des témoignages forts comme celui que l'on vous diffuse ce matin, celui d'un ado à Boutcha qui a survécu à une tentative d'exécution. Stéphanie Roch. Ville fantôme depuis le départ des Russes, Boutcha pourrait devenir le symbole des crimes de guerre. Parmi ces centaines de drames, celui de Youra, 15 ans. Nous sommes en mars. Il se rend à vélo avec son père pour aider des voisins qui n'ont plus ni eau ni électricité. Mais sur le chemin, ils vont croiser la route d'un soldat russe. Nous faisions du vélo jusqu'à cet endroit. Le soldat russe est venu du coin du bâtiment derrière. D'abord, son arme était pointée vers le sol, mais il a ensuite relevé le canon. Il l'a pointé sur nous et nous a dit de nous arrêter en russe. Youra est surpris. Il entend des coups de feu. Les impacts sont visibles sur cette clôture. Après ça, il a également tiré sur mes mains. Mais la balle est passée entre mon pouce et mon index et m'a éraflé le pouce. Avant de réaliser que son père vient d'être tué à bout portant sous ses yeux. Quand je me suis levé, j'ai vu une grande mare de sang autour de lui. Au total, plus de 1000 corps ont été retrouvés à Boutcha et en banlieue de Kiev. Le père de Youra avait 47 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 21 avril dernier. Voilà donc pour ces images terribles qui nous arrivent, Magali. C'est vrai que l'ONU maintenant ouvre une enquête et il y a des cas qui se rajoutent au jour le jour. Oui, parce que comme la région de Kiev avait été finalement libérée par les Russes et qu'on a découvert les massacres, notamment à Boutcha, et il est en train de se passer la même chose dans la région de Kharkiv, deuxième ville du pays. Les Russes, en effet, se desserrent l'étau et au fur et à mesure qu'on découvre des villages qui étaient avant sous occupation russe, eh bien, il y a aussi cette crainte de découvrir de nouveaux crimes de guerre. Le procureur d'ailleurs de cette région de Kharkiv, procureur ukrainien, dit qu'il enquête déjà sur 1 millier de cas suspects. Donc les témoignages comme ceux de cet enfant, enfin de cet adolescent, c'est vraiment capital parce que tout le travail maintenant, c'est d'arriver à récolter des témoignages, des preuves, de se baser sur les autopsies des corps. C'est pour ça qu'il y a des exhumations. Tout ça est un travail de fourmi extrêmement complexe qui est en train d'être mené maintenant aussi dans cette région de Kharkiv, comme ça a été fait à Kiev. Qui est en train d'être mené et qui va être mené sans doute pendant de longues semaines, évidemment, pour recueillir l'ensemble des témoignages. Images des derniers combats à Azovstal, bien sûr, images non datées, alors qui nous viennent du fameux régiment Azov, qu'on évoque souvent ici. Elle nous montre les soldats ukrainiens qui luttent, évidemment, contre les Russes. Mariupol, ce site assiégé depuis des semaines, qui est le théâtre de leur combat. Et il reste encore des civils sur place qui sont repartis aussi, pour certains d'entre eux, à Kiev, des proches, des membres de ce régiment Azov. Ils ont lancé un appel au secours. Marianne Kotonov, Marine Truchot. Natalia est venue chercher du réconfort. Son mari fait partie des militaires pris au piège dans l'Aciérie Azovstal. En communiquant sur sa situation, elle espère alerter la communauté internationale. Aujourd'hui, ce qu'il se passe ici en Ukraine est sans précédent. Il faut crier, crier, dire au monde entier, que le monde entier sache ce qu'il se passe à Mariupol et à Azovstal. Elles sont plusieurs dizaines, des sœurs, des mères, des épouses, très préoccupées. Car les nouvelles du terrain ne sont pas bonnes. Là-bas, les conditions sont inhumaines. Il n'y a pas assez d'eau, pas assez de médicaments. Ils ont monté un hôpital militaire, mais les Russes l'ont bombardé. Chaque jour, ils nous disent adieu. Moi, je garde espoir, je crois en Dieu. Avec les prières du monde entier et avec l'aide des gouvernements, j'ai l'espoir qu'ils reviennent. Depuis quelques heures, cette vidéo circule sur les réseaux sociaux. Ce sont les enfants des militaires du régiment Azov. Depuis le début de la guerre, ma mère ne sourit plus. Elle pleure tout le temps parce qu'elle est inquiète pour mon père. Qui, eux aussi, demandent qu'on vienne en aide à leur père. S'il vous plaît. Voilà, et dans le même temps, il y a évidemment Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays, qui retrouve un petit peu de calme après le retrait des Russes. On l'a évoqué, le calme dans les décombres et les dégâts qui sont impressionnants. Thomas Misraki et Adrien Acco sont sur place pour LCI. Dans ce quartier de Kharkiv, les Russes ont frappé sans relâche pendant des semaines et ils ont absolument tout détruit. Nous nous trouvons dans un appartement qui se situe en haut d'une tour. Ici,
il y a encore quelques semaines, il y avait une cuisine. Je vais vous faire découvrir le reste de l'appartement un tout petit peu plus loin au bout de ce couloir. Sur la gauche, vous avez d'abord une première petite pièce. Il s'agit en fait d'une salle de bain. On distingue encore la baignoire. Dans la pièce suivante, il s'agit des toilettes. Et puis je vais demander à Adrien Acco de vous montrer cette pièce. Il s'agissait de la pièce principale de cet appartement entièrement détruite, frappée par un missile. Nous allons descendre en bas de la tour pour vous donner une meilleure idée de ce qu'il s'est passé ici. Le missile qui a touché cette tour était la 3e frappe sur ce quartier. Elle a eu lieu le 3 mars dernier. Depuis, toutes les tours, sans exception, ont été touchées par des frappes russes. Il ne reste ici aujourd'hui que 59 habitants dans ce quartier qui en comptait avant la guerre des dizaines de milliers. Thomas Misraki avec Adrien Acco, donc sur place. Bonjour Général Henri Pinard-Legris. Merci d'être avec nous ce matin pour décrypter encore ce qu'il se passe. Dernière info, selon les autorités, l'administration militaire de la région d'Odessa, donc un navire russe se serait retrouvé en grande difficulté. Les forces ukrainiennes l'auraient endommagé donc au large d'Odessa. On l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que ça confirme, si tel était le cas, la grosse difficulté des Russes sur l'eau ? Sur l'eau, déjà même sur terre, ils ont aussi des difficultés. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au niveau de Kharkiv, les Ukrainiens, les Russes, plutôt les Ukrainiens desserrent l'étau russe qui concentrent leurs forces sur le Donbass. Dans le Donbass, les troupes russes avancent après des bombardements massifs et systématiques par l'artillerie. Et on voit bien le 3e front qui se trouve Odessa et l'île aux Serpents où il y a des combats. Donc dans la mer Noire, effectivement, c'est un point extrêmement important. Le port d'Odessa est une cible potentielle que les Russes ne peuvent pas toucher pour le moment, sérieusement, mis à part par missiles sur des bâtiments ou des bâtiments sur l'eau ou sur terre. Est-ce qu'on s'attendait à une résistance aussi forte des Ukrainiens dans cette zone, justement ? C'est-à-dire que c'est une zone qui bénéficie certainement de ravitaillement de la part des Occidentaux, qui est excentrée par rapport au Donbass et à la zone principale de combat, et notamment Mariupol, qui constitue quand même un abcès de fixation très important. Et deuxièmement, pour les Ukrainiens, Odessa est un point clé. Et on voit bien que cette zone-là est une zone tout à fait sensible.